que les femmes qui s'intéressaient à la chose publique et à la politique étaient des harpies hystériques, pas épilées, qui s'occupaient pas de leurs enfants et qui laissaient leur maison dans un désordre pas croyable. S'il n'y a pas un homme qui est venu chez elle depuis 1 an ou 2, t'as une ampoule sur 2 qui marche pas, les fenêtres ne s'ouvrent pas ou ne ferment pas, elle est libérée de rien du tout, elle ne peut pas survivre sans un homme. Auditeur de Lorraine Enragé, ravi de vous retrouver sur votre web radio préférée, François Xavier Consoli au micro. Je suis aujourd'hui avec un mécanicien en relations humaines, un homme qui distribue des claques de réalisme et qui commence à peser dans le jeu YouTube. Je suis avec Stéphane Édouard. Bonjour Monsieur Édouard. Bonjour. Alors Monsieur Édouard, vous vous qualifiez d'ingénieur en relations humaines. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un ingénieur en relations humaines ? C'est pas tellement moi qui me qualifie, c'est que je suis ingénieur officiellement et je décode les relations humaines également depuis 15 ans. Donc, par la force des choses, je suis ingénieur en relations humaines. Après, évidemment, j'ai voulu fabriquer un petit antagonisme, un jeu de mots, quelque chose qui n'existe pas, parce que normalement les relations humaines c'est l'objet de la sociologie, de la psychologie, éventuellement un petit peu de l'histoire, mais depuis on va dire presque un siècle, c'est le précaré de la psychanalyse, ce qu'on appelle les thérapeutes de l'âme. En réalité tout ça est biaisé, tout ça est orienté, tout ça... Michel Onfray l'a expliqué brillamment il y a une dizaine ou une quinzaine d'années dans son attaque contre Freud. Tout ça est une entreprise en fait commerciale, faite pour je pense en italien, du coup je cherche mes mots en français, pour rendre dépendants, pour s'attitrer les... Pour accoutumer les gens. Voilà, pour s'attitrer les faveurs des gens pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, les faire venir se confesser, c'est presque... théologique, c'est presque religieux, on les fait venir se confesser dans un cabinet, dans un studio sombre, aux murs tapissés, aux volets mi-clos, pour leur extirper, on va dire 50 € si vous êtes en province, 100 si vous êtes à Paris. Et ça dure des années, ça s'appelle la psychothérapie, ça s'appelle la thérapie cognitive, ça s'appelle... et en réalité, les gens vont à peine mieux, mais ils n'ont toujours rien compris. Donc, je récupère des gens chez moi qui sortent de thérapie holistique, de stages de yoga, de développement personnel, de travail sur eux, de thérapie conventionnelle, et qui sont toujours aussi fracassés du cerveau, qui ne comprennent strictement rien aux relations humaines. Et pour cette raison-là, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai imposé un peu ce thème, cette notion de mécanique. C'est parce que, comme dit celui qui m'a inspiré mon déménagement à Rome, Alberto Moravia, les comportements des gens n'ont rien d'illogique ou d'incompréhensible pour qui cherche suffisamment. Mais quand on ne cherche pas, effectivement, la logique humaine paraît insondable, la logique des profondeurs, les retournements incompréhensibles, mais tout est logique. Tout est beaucoup trop logique. Votre méthode consiste à essayer de comprendre les mécanismes, non pas à travers le pathos humain, le fameux procédé sur la mère, le père, etc., mais plutôt revenir à ce qu'on appellerait assez bêtement la réalité des choses, en les prenant de façon un peu tragique. Oui, alors je vais prendre un exemple très simple parce que les auditeurs ont besoin de concret. Ce matin, m'appelle une cliente, moi je dis pas patiente parce que je suis pas médecin du tout, donc je dis la vérité, qui sont que les gens avec qui je m'entretiens de façon professionnelle, ça s'appelle des clients, voilà. Donc une cliente me contacte ce matin après avoir réservé sur mon site hommedinfluence.com, ça c'est la partie gratuite, matconsulting.fr pour la partie payante. Si vous oubliez ces 2 noms de domaine, j'imagine que ça sera dans la description. Donc une cliente me contacte, soi-disant pour avoir mon analyse, et quand je lui demande de formuler sa question, me raconte en gros ses 14 ans de mariage, enfin c'est, on va dire 13 ans d'union non mariée et 1 an de mariage, au cours desquels elle a respectivement, alors qu'elle se tranquillise si elle entend cet audio, je ne dis ni nom, ni prénom, ni rien, une femme, 39 ans, m'explique qu'elle a épousé, qu'elle a emménagé à 25 ans avec un compagnon qu'elle connaissait depuis 1 mois,
qu'elle est tombée enceinte au bout de 2 mois, que depuis ils ont eu 3 enfants, qui se sont trompés 3 fois, elle 2 et lui 1, et qu'aujourd'hui elle souhaite se séparer, mais elle ne sait pas trop, et elle demande mon avis. Bon, en fait, en réalité, et plus j'exprimais En fait, j'ai rien à répondre. J'étais un peu circonspect, un peu muet. Manifestement, elle était parfaitement consciente. Elle avait fait tous ses choix en conscience. Elle l'a trompé en conscience. Elle a grossi en conscience. Elle a sacrifié leur couple en conscience. Elle a sacrifié leur sexualité en conscience. Et il fallait que, comme la main de Maradona, j'arrive par-dessus ces 14 ans de néant, de couple médiocre en fait, enfin, de normalité. C'est l'archétype du couple médiocre finalement, qui se trompe, qui se rabiboche, etc. Médiocre ou banal ? Banal, médiocre, médian, moyen. Quand on est tragique, en fait, le banal est médiocre. C'est vrai. Les gens exceptionnels sont par définition l'exception. Et il fallait que j'irise tout ça avec une analyse magistrale. Et donc, elle s'est dit déçue que je ne puisse lui apporter une analyse magistrale de sa situation. Mais il n'y a rien à analyser. C'est-à-dire que elle me dit, j'ai suivi toutes les psychothérapies possibles, j'ai fait du développement personnel, j'ai travaillé sur moi. Je lui dis, ça a mené à quoi ? Elle me dit, voilà, j'ai tout fait. Elle tournait en boucle, en fait, j'ai tout fait. Je lui dis, mais il n'y a rien à faire. Toutes tes décisions de couple sont les plus normales, les plus prévisibles, les plus médiocres qui soient. T'as pris un type dans le seul but de tomber enceinte, t'es tombée enceinte, t'as sacrifié votre intimité, votre vie sexuelle, votre connexion. Il se passe plus rien, vous vous trompez mutuellement depuis 15 ans. Et je devrais arriver là, et je devrais trouver les mots magiques qui te feraient te sentir mieux. Ça veut rien dire, il n'y a pas à se sentir mieux. Donc, les gens recherchent une espèce de clé, c'est ça ? Ils recherchent une clé extérieure, toujours extérieure. Ils recherchent quelqu'un dont l'audition, la parole, le geste ou le regard leur permettra de rendre tout leur parcours cohérent et de les faire baigner dans une espèce d'optimisme béat ou d'espoir abstrait. Moi, je décolle les relations. Enfin, quand il y a espoir, je le dis. Quand il n'y a pas espoir, je ne le dis pas. Quand il n'y a aucune question, je souligne à l'interlocuteur qu'il n'y a aucune question dans son problème et que s'il ne veut qu'une écoute positive et attentive et bienveillante, il faut peut-être aller la solliciter chez un psy parce que c'est leur métier de donner une écoute inutile qui ne débouche sur rien mais qui est active et bienveillante. Voilà. Est-ce que en tant que quelqu'un qui connaît les femmes, puisque j'ai vu plusieurs de vos contenus où vous essayez de faire comprendre l'âge de base, autrement dit âge binaire, l'homme binaire qui n'arrive pas à comprendre les femmes. Il n'arrive pas parce qu'il ne se donne pas la peine. Parce qu'il se donne pas la peine. Parce qu'il n'est pas assez intelligent, parce qu'il s'en fout. Et est-ce que justement pour comprendre les femmes, est-ce qu'il faut être un ancien dragueur ? Avant de répondre, je me permets de rebondir au premier mot de ta question quand tu dis l'homme binaire qui capte rien. L'homme binaire qui capte rien, en réalité, ne s'intéresse aux femmes que celles qui se refusent à lui. C'est-à-dire que fondamentalement, il n'en a rien à battre de les connaître, mais il est poussé vers les femmes, en général à la puberté, on va dire adolescence et post-adolescence. Il y est poussé par sa libido, il est poussé par ses hormones, il y est poussé par le sentiment amoureux. Et là, il se rend compte qu'il y a 2 catégories dans la vie, comme disait Philippe Delerme, il y a les regardants et les regardés. Soit il fait partie des petits 2-3% et il est capitaine d'une équipe de sport, il a la mâchoire carrée, ses parents sont des notables ou des bourgeois, il a le visage symétrique, les yeux clairs, les épaules larges et les hanches fines, et du coup il a finalement il a le choix. Et donc très vite, il se rend compte qu'il peut se dispenser de comprendre les femmes parce qu'il peut les prendre sans les comprendre. Soit il n'a pas, on va dire, 2/3 ou 3/4 des arguments que je viens d'énumérer, et il se rend compte qu'il va être obligé, pour prendre les femmes, de les comprendre. Et là, il cherche à les comprendre, mais à contre-cœur. Il n'en a rien à battre, en fait, de la compréhension du logiciel féminin. Il ne le fait que parce que l'incompréhension brime l'appréhension. Les femmes, c'est différent. Les femmes comprennent très tôt que la vie est dure. Elles comprennent très tôt qu'elles ont une aversion instinctive pour la logistique. Elles comprennent très tôt, et elles comprendront de plus en plus tôt, que leur sécurité physique est en jeu, même en France, et surtout en Île-de-France. Et pas que dans le 9-3, mais désormais c'est dans les Yvelines, c'est partout. Elles comprennent très vite que leur intégrité physique ne dépendra pas que d'elles.
Pas d'amalgame, nous précisons. Pas d'amalgame, en ça, suppo, pas d'amalgame 1000, 500 mg, etc. Toutes les communautés sont représentées dans ce que je viens de dire. Évidemment, aucun a priori. Bon. Enfin, néanmoins, elles comprennent très très vite que leur intégrité physique dépend du réseau masculin qu'elles sauront mettre en œuvre autour d'elles. Et que seules, elles ne survivront pas. Et donc, du coup, elles s'intéressent beaucoup plus tôt à la compréhension du logiciel masculin, car elles savent que leur intégrité, leur sort, leur destin personnel y est lié. L'homme normal, à part quelques bourgeois ou parvenus du XVIIIe siècle, ou des SK, c'est que, enfin, on va dire 98% des hommes du peuple et de la petite bourgeoisie savent intuitivement que leur destin n'est pas lié aux femmes. La femme est celle qui deviendra leur amante, la mère de leurs enfants, une cuisinière éventuellement, un partenaire de discussion, comme dit Nietzsche, l'amour est une longue conversation, et puis c'est tout. Il y a 2-3% pour qui la femme représente encore la dot et l'ascension sociale, mais c'est minoritaire, c'est ultra... c'est de la poussière aujourd'hui, statistiquement ça n'est même pas représentatif. C'est la marge d'erreur de l'aiguille, si tu veux. Donc globalement, il faut bien comprendre à la base que la femme a tout intérêt à comprendre très tôt le logiciel masculin, car elle devine que sa survie et son intégrité physique en dépendent, ainsi que celle de ses enfants et de son cercle social. L'homme n'a aucun intérêt à comprendre le logiciel féminin, et il n'y est poussé à contre-cœur, un petit peu comme Theresa May fait le Brexit à contre-cœur, parce qu'elle a voté contre et puis on lui dit tu feras le Brexit, donc elle foire tout. L'homme n'a aucun intérêt à comprendre les femmes, et c'est seulement ces hommes qui n'y ont pas accès, on va dire, par leur stature, leur charisme, leur position sociale, etc., qui se retrouvent contraints d'aller comprendre un être, mais qui n'aime pas fondamentalement. Ça, c'est pour la première partie de ta question. Après, est-ce qu'il faut être un dragueur ? Non. Par contre, évidemment, il faut toujours les choses ne sont pas binaires. Il n'y a pas les dragueurs et les non-dragueurs. Il n'y a pas deux catégories avec un mur au milieu. Ça serait trop simple. Il y a les dragueurs maladifs et compulsifs qui sont, à mon avis, à mon humble avis, qui sont entre 2 et 5% de la population. Il y a les hommes qui ont le choix des femmes qui représentent entre 10 et 15, voire, allez, pessimistiquement 10 et optimistiquement, ça se dit, je sais pas, 20%. Et il y a un gros 75% de la population masculine qui n'a pas le choix des femmes, qui se contente finalement de jeter son hameçon sur la première possibilité, et qui en général l'épouse et se reproduit avec et divorce à 40 ans pour refaire la même chose. Donc être un dragueur, non. Par contre, il faut quand même se demander si dans le réel, celui qui professe sur Internet a les opportunités qui lui permettent de justifier son rang. Alors, Internet est trompeur, parce qu'après, il y a des gens qui sont plus ou moins... qui ont une oralité qui passe mieux à l'écran qu'en vrai. Il y a des gens qui sont plus photogéniques. À l'écran, en photo. Ouais, c'est une palissade, c'est une répétition, mais il y a des gens qui sont plus photogéniques et d'autres moins. Mais après, quiconque m'a rencontré dans la réalité ne peut pas douter que je fasse partie des 20%. C'est-à-dire que si tu m'as rencontré dans la réalité, tu ne peux pas à un moment te dire ce mec a pas de nana, il professe que de la théorie. Donc non, je ne suis pas un dragueur compulsif, staccanoviste, maladif, et j'ai toujours mis en garde les rares tentés par cette pente. Je les ai toujours mis en garde contre cette pente qui n'amène qu'à l'exclusion, à la lourdeur, et qui de toute façon collectivement nuisent à la cause. Par contre, oui, effectivement, oui, j'ai plus le choix des nanas qu'un mec de base, parce que j'ai eu un peu de chance à la base et que je me la suis aussi donnée, fabriquée cette chance-là. Et quiconque me croise dans la vie réelle et un peu honnête le constate. Enfin, tu me vois, tu dis pas ce mec-là galère et il a étudié la théorie pour compenser une déficience pratique. Si tu es un peu honnête, tu le vois. Donc voilà, moi j'appelle à l'honnêteté et au discernement des gens, ce qui fait que je n'aurai jamais les plus nombreux, mais j'aurai tous les meilleurs. Qualitatif et pas seulement quantitatif. Par définition, tu ne toucheras toujours qu'un cercle restreint. Vous êtes à l'origine de plusieurs concepts, la femme Lego, théorie des camemberts. Ouais, ça c'est de moi. Et ça. Parce qu'on me reproche. Vous pouvez parler un petit peu de ces. On me reproche que H&F c'est pas de moi. Je n'ai jamais prétendu que c'était de moi, et en plus c'est comme reprocher à quelqu'un qui fait des maths de lui dire X et Y c'est pas de vous. C'est le même niveau de réflexion si tu veux. X, H et F dans ma discipline, c'est X et Y en maths. Enfin, je sais pas si tu as fait les maths, mais enfin tu as un axe X, tu as un axe Y.
Tu vas jamais dire à un mathématicien, vous n'avez pas inventé X et Y, vous êtes un charlatan. Bon, si c'est leur donné, c'est pas de vous. Quoi. Voilà, c'est pas de vous, voilà, c'est pareil, c'est la même connerie. Par contre, Lego et Camembert, oui. Alors Lego, alors c'est assez simple en fait. Lego, c'est... comment dire, les hommes, les 75%, sont souvent perplexes devant le changement. C'est-à-dire devant leur partenaire qui peut adopter une opinion différente, voire opposée à celle qu'elle avait 5 ans avant, prôner des opinions politiques qui sont totalement contraires à ce qu'elle avait avec son ex, écouter un style musical qui n'a rien à voir. Je vois que vous ne le voyez pas, mais votre journaliste sourit, acquiesce. C'est pas beau de balancer. Je balance, moi je m'en fous. Affecter, suivre une mode qui est le contraire de la mode qu'elle suivait un an avant. Prôner un régime alimentaire qui est le strict opposé. Donc elle peut être végane, puis plus végane, puis re-végane, puis re-plus végane. Et dès que vous la mettez devant ces contradictions, elle va s'agacer en disant mais c'est ma liberté, c'est la démocratie, je fais ce que je veux, etc. Donc il faut bien comprendre que F n'est pas soumise au même impératif de logique que H, et qu'en réalité, chercher la vraie derrière le masque, c'est peine perdue. Parce que comme dit Goffman, derrière un masque, il y a un autre masque, et derrière un autre masque, il y a un autre masque, et en fait, il n'y a pas de vrai. Tout est contingent avec F. Et donc, pour résumer tout ça dans une de mes formations, que j'appelais séminaire, mais on m'a fait remarquer que c'était un peu ringard, on m'a dit il faut que tu dises formation. Je dis formation. J'ai résumé ça en Lego, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous mettez en couple, quand vous prenez femme, comme on disait dans Balzac et dans Flaubert, quand vous vous mettez en couple, comme on dit aujourd'hui, il faut imaginer qu'en fait, vous avez un Lego, que ce Lego, effectivement, c'est bien les pièces de la personne que vous convoitez et que vous prenez, que vous adoubez, que vous choisissez comme partenaire, mais qu'en réalité, entre le partenaire d'avant et vous, le Lego s'est démonté et qu'il faut le remonter, et qu'en fait, elle va se remonter sur vous. Donc oui, c'est les mêmes pièces, oui, il y a bien intégrité au sens d'unicité, au sens que c'est les mêmes morceaux de Lego, mais non, elle ne sera pas du tout la même avec vous qu'avec le précédent. En résumé, c'est ça. Est-ce que ça voudrait dire que les femmes sont fausses ? Il n'y a pas de vrai, en relations humaines, il n'y a pas de vrai, il n'y a pas de faux. Encore une fois, comme dit le fameux sociologue de la vie quotidienne Goffman, je dis ça parce qu'on me reproche souvent de ne pas assez citer de sociologues, puis après quand je le fais, les gens s'ennuient en disant arrête de citer, c'est chiant. Alors comme dit Goffman, ce qui compte, c'est pas la réalité, c'est la sincérité. Et la sincérité, ce qui compte, c'est que les deux y croient. Donc si tu crois à ce que je te dis en ce moment, et si moi je me convainc que c'est mieux d'y croire, on est sincère. Et donc à la limite, la réalité finalement n'intéresse personne. C'est comme le vrai visage de Marilyn Monroe, qui s'en préoccupe. Si je te dis Marilyn Monroe, tu penses à une bimbo, à une femme fatale. On pense au concept Marilyn Monroe. Avec une robe blanche en soie, avec du rouge à lèvres, avec des bouclettes, avec une poitrine généreuse. Enfin, à l'époque généreuse. Maintenant, ça ne le serait plus, mais à l'époque généreuse, avec des escarpins noirs ou blancs, et qui fait de la moue. Mais si je te dis est-ce que ça t'intéresse de voir le vrai visage de Marilyn Monroe, tu t'en branles, tu t'en fous. Donc, elle est où la réalité ? La réalité, c'est là où la perception se cristallise. La réalité, c'est l'expérience. Si dans tes 2 jours à Rome, tu manges des pâtes à la carbonara sur une terrasse au soleil, tu manges des gnocchis à la griccia, tu bois du Cesanese et un spritz, et tu fais de la Vespa, tu te sentiras hyper authentique. Tu diras, j'ai vu la vraie Rome. La vraie Rome, c'est pas ça. C'est plus ça. La vraie Rome, elle est sociale, elle est tragique, elle est socialement extrêmement injuste, elle est mafieuse. Mais t'en as pas crade. Elle est, selon les quartiers, elle peut être crade. La sincérité et la réalité, finalement, sont des concepts que tout le monde porte en étendard, comme une fleur à sa boutonnière, mais dont en réalité, personne ne veut savoir d'où elle vient. Tu vois ? Personne ne veut remonter à l'origine des choses, comme dit ma conférence récente sur les barbares. On veut croiser un peu de vérité et beaucoup d'effets. Si Marilyn Monroe me fait bien... c'est un exemple qui est trop ancien, mais enfin, si Bimbo actuel me fait bien bander, je m'en fous qu'avant elle ressemblait à autre chose. Tu vois ? Ce dont j'ai besoin, c'est d'un ersatz de réalité et de beaucoup d'effets. Donc, à la question les femmes seraient sincères ou pas, j'ai envie de dire, c'est une discussion rhétorique. À la fin, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout et c'est sans fin. Tout le monde s'en fout et c'est sans fin. Plus elle prône la sincérité, plus elle se maquille. Remarque toujours ça.
moins elles montrent leur vrai visage, plus elles prônent la vérité. Quand une femme te prône la vérité, la sincérité, l'intégrité, l'authenticité, dis-lui, sors sans maquillage alors. Fais voir ta vraie gueule. Messieurs, ça n'a rien à voir. messieurs, méfiez-vous des femmes trop maquillées. Il y a certainement un surplus de masques. On constate au sein des sociétés actuelles une féminisation, une forme d'homosexualité agressive et de revendication homosexuelle au sein de la société. Est-ce que, d'après vous, ça a-t-il un rapport avec la progressive disparition finalement de l'homme hétérosexuel au sein des sociétés, on va dire, occidentales ? Bon, là, je vais enfiler des lieux communs. C'est pas grave, c'est bien de rappeler aussi des choses élémentaires. L'homme hétérosexuel, patriarcal, traditionnel, dans un schéma familial stéréotypé, archétypal, est un frein au commerce. C'est celui qui dit à madame, n'achète pas un nouveau set de table parce qu'on en a déjà un. C'est celui qui dit, on va réparer la machine à laver plutôt que de la changer. Et donc du coup, l'empire de la raison marchande, comme on dit, la logique commerciale, a essayé d'abord de le maquiller. Ça a été la mode de Jean-Paul Gaultier, etc. Ça n'a pas trop pris. Après, a essayé de le transformer en métrosexuel. Et finalement, en consommateur victime de la mode, en fait. Pourquoi ? Parce que la mode, c'est pas le mieux, c'est la différence, c'est l'altérité. La mode, c'est pas le pas en avant, c'est le pas de côté. Alors qu'avant, on était dans une recherche de la performance. Moi, j'aime beaucoup lire les publicités d'avant. J'ai des revues vintage, des recueils de publicités des années 50-60. Les pubs interdites qu'on ne verrait plus aujourd'hui. Pas forcément sexistes, mais juste n'importe quelle publicité mettait en avant le progrès sur la génération précédente. Tu regardes une pub de bagnole des années 50 ou 60, tu as les arguments techniques pour lesquels elle est meilleure que celle du modèle précédent. Tu regardes une publicité pour une platine vinyle, pour un rasoir, pour quoi que ce soit, tu as les arguments techniques pour lesquels le produit a fait un pas en avant technologique. Aujourd'hui, tu n'as plus jamais aucun argument technique, c'est le pas de côté, c'est la différence. C'est-à-dire c'est nouveau, donc c'est nouveau, c'est une news, c'est différent de ce que vous aviez avant, et comme c'est différent, c'est mieux. Alors la logique derrière, je l'explique en conférence, mais grosso modo, l'homme est un frein à l'achat en fait. L'homme porte les mêmes fringues pendant des années, l'homme porte les mêmes pantalons, tous les mecs ont un pantalon bleu ou gris, ou bleu ou gris. Nous-mêmes d'ailleurs, on a tous les deux un pantalon bleu. Nous-mêmes, on a tous les deux un pantalon bleu. On a tous les deux une veste grise. Voilà. Voilà. On a tous les deux un pantalon bleu et une veste grise. Donc en réalité, il y a beaucoup de travail à faire pour transformer l'homme en consommateur. Et plus tu le laisses bon père de famille, moins il va consommer. Donc effectivement, il a fallu le fluidifier, il a fallu le barbariser, il a fallu le rendre transgender, il a fallu lui inculquer de force les valeurs du féminisme, du LGBTisme, LGBTQIA+, et on en oublie certainement. Et du migrant, et être pro-migrant pour faire venir un flux de consommateurs nouveaux. Mais là, encore une fois, j'enfile les perles. Quiconque s'intéresse à la réinformation, à la réinfosphère, à l'économie sérieuse, tout le monde sait ça. Donc par mimétisme, finalement, le féminisme a gagné sur l'homme parce que l'homme occidental se rend, l'hétérosexuel se rend et devient ce féminisme. L'homme occidental fait tout ce qu'il peut pour avoir accès aux femmes et pour survivre. Et en général, les deux sont liés. Donc comme l'accès aux femmes lui est rendu de plus en plus difficile par le changement de la sociologie des rencontres, désormais beaucoup de rencontres se font en ligne, et le fait de faire des rencontres en ligne, ça veut dire que ça a explosé les frontières étanches géographiques. Avant, tu ne pouvais rencontrer que quelqu'un de ton village ou de ta ville. Désormais, tu peux choper n'importe qui, n'importe où. Et donc du coup, ça a fluidifié et ça a libéralisé le marché des rencontres. Et les 20% de mecs qui ont le plus de capital, que ce capital soit physique, symbolique ou économique ou culturel, ces 20%-là chopent tout en fait. T'as 20% de mecs qui chopent 80% des meufs. Et notre 75-80% d'hétéro-binaires de base, en réalité, se retrouvent à adopter un peu le comportement qui lui permettra d'avoir une femme et des enfants. Et quand il l'a chopé, il redevient lui-même, et elle se lasse et elle s'en va. Après, il refait un effort. Oui, mais alors, vous ne faites plus, c'est sans fin, quoi. Mais la vie est tragique. Je l'ai toujours dit. Quand on me dit « Ouais, mais ton explication, elle est un peu... Il n'y a pas de solution. » Oui, mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de solution que c'est pas vrai. Les gens valident ou invalident les raisonnements à leur goût pour la solution que ces raisonnements proposent.
c'est comme le raisonnement écologique et énergétique. C'est les gens qui refusent de croire au dérèglement climatique sont en général les gens qui déduisent que ça aura des impacts contraignants pour eux. Donc c'est je ne veux pas y croire parce que ça me limitera dans mes déplacements, dans mes... tu vois. Mais c'est faux, logiquement. Tu ne peux pas invalider un raisonnement parce que les conclusions te sont préjudiciables. Peut-être plus, c'est une insulte à la pensée, moi aussi, le dérèglement climatique me nuira. Mais si tu t'intéresses sérieusement aux choses, je dis bien sérieusement, si tu écoutes Jean Covici et consorts, et si tu as des notions chiffrées en tête, si tu sais par exemple que dans une pièce de 10 mètres cubes, en fait si tu sais qu'il faut faire passer 10 mètres cubes à 80 km/h dans une éolienne pour générer l'équivalent de 3 millilitres de pétrole d'énergie, là tu peux déjà avoir en tête qu'il va y avoir un problème si tu veux au niveau du mix énergétique que l'on nous prétend nouveau, énergie solaire, éolienne, etc. Renouvelable, voilà. etc. En fait, si tu as 2-3 chiffres en tête, tu comprends qu'il va y avoir un petit problème. Et en réalité, ces gens, 1, ne veulent pas avoir les chiffres en tête parce qu'ils n'aiment pas les chiffres, 2, ils ne savent pas compter, et 3, ils intuitent que les conclusions vont leur déplaire, donc ils disent, ben non, puisque les conclusions me déplaisent, ce que tu décris n'est pas vrai. Mais moi, j'ai l'honnêteté de maintenir mon raisonnement, même si la conclusion me déplaît, tu vois ce que je veux dire. La vérité n'est pas là pour plaire ou déplaire, elle est là. Il faut la prendre telle qu'elle est, et effectivement, elle est tragique. Pour revenir à l'homme et à la place du père, ça c'est une question que nous aimons beaucoup à Lorraine Enragée. Est-ce qu'aujourd'hui, la place du père est sérieusement entamée, nous sommes plutôt dans un matriarcat, mais est-ce que vous pensez, vous, monsieur Édouard, que la place du père peut revenir et être une possible, on va dire, solution, je mets ça entre guillemets, mais une possible solution pour essayer de limiter la casse? Le père est toujours là, le père n'a pas disparu, le père a toujours été là, simplement il a beaucoup plus de taf qu'avant et il est également... Alors pourquoi il a beaucoup plus de taf qu'avant ? Parce que le père a charge de famille, parce que l'ensemble des crédits immobiliers reposent sur le père, parce que le logement subit une inflation qui est totalement irraisonnée et déraisonnable, parce que la croissance pour des arguments énergétiques ne reviendra pas, et parce que nos élites ont décidé qu'à croissance nulle, on pouvait inviter chez nous toute la misère du monde. Voilà. Je pense que là, je suis clair, et compréhensible par tout le monde. Donc, dans un monde sans croissance, avec beaucoup plus de gens dépendants, illettrés, sous-diplômés et inutiles, avec un remplacement de toutes les tâches non qualifiées par des automates et des revenus minimaux dont on ne cesse d'affirmer qu'ils sont nécessaires, comme le RSA, etc., ça veut dire que les gens qui bossent vont bosser d'autant plus et d'autant plus longtemps. Voilà. Donc en fait, c'est pas que le père n'est pas là, c'est que le père il est occupé et que les instances juridiques sont toutes contre lui. Donc quand il courtise une femme, au moindre dérapage, s'il pose une roue sur la ligne blanche, il est désormais poursuivi. Quand il s'en sépare, il lui doit la moitié de ses biens et de son capital. Donc si tu veux, à un moment, les mecs se disent finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle et deviennent égoïstes en fait. En fait, la beauté de l'homme traditionnel, c'était l'altruisme. C'est-à-dire qu'il mettait le fruit de son travail au profit d'une femme dont il savait qu'elle n'allait pas le quitter, qu'elle allait lui être fidèle. Et à eux deux, ils acquéraient un capital généralement mobilier et immobilier qui transmettaient à leurs enfants. C'est-à-dire un ou des appartements et des meubles. Et aujourd'hui, les meubles, c'est Ikea. Et les appartements, c'est de plus en plus dur. Et ils sont loués. Et ils sont loués. Donc au final, voilà. Et est-ce que ça n'implique pas une forme de renoncement en Occident on voit par exemple avec la baisse vertigineuse de la natalité et le fait que les gens ne font plus d'enfants. Oui, les gens ne font plus d'enfants parce qu'ils n'ont pas l'espace pour les élever déjà. Il faut comprendre que dans les villes, le mètre carré disponible par habitant a chuté drastiquement. Paris, c'est plus 65% en 10 ans d'inflation. Donc ça veut dire que c'est moins 65%. Je fais des simplifications, vous me pardonnerez, mais oui. Globalement, plus 65% de loyer ou d'achat ou du prix du mètre carré, ça veut dire 2 fois moins de place pour les gens. Et à un moment, tu ne t'élèves pas 3 enfants dans 40 mètres carrés, quoi. Ouais. Donc déjà, en ville, il y a ce problème-là. Et dans les campagnes, tu as un problème de tertiarisation du marché de l'emploi où l'agriculteur est devenu un ouvrier, l'ouvrier est devenu un employé de bureau
donc il va bosser à 40 ou 80 km. Et tout ça fait qu'effectivement, tout ça, plus des projections un petit peu dystopiques du futur pour les gens intelligents, parce que plus tu es intelligent, plus tu es pessimiste. Enfin, oui, ce sont les CSP+, qui ont la conscience des enjeux qui nous attendent, enjeux démographiques, enjeux sociologiques, enjeux énergétiques, enjeux économiques. Et ce sont eux qui disent, mais concrètement, dans ces conditions-là, je ne fais pas 4 ou 5 enfants, quoi. Donc en fait, les 4 ou 5 enfants, il faut les prendre dans des pays de tradition, on va dire, c'est de choquer personne, mais enfin, des pays qui vivent comme au Moyen-Âge, quoi. C'est pas un problème, c'est sûr, mais lorsqu'on est tragique, est-ce que finalement, on ne se rend pas compte que c'est par une forme de souffrance? Alors attention, je ne veux pas tomber dans la lapidation hebdomadaire, c'est pas le problème, mais est-ce que il vaut mieux pas croire à ce qu'on pense pouvoir obtenir sans tenir compte de ce qu'on peut vraiment avoir? Ah mais il vaut beaucoup mieux être utopiste. Moi j'aimerais beaucoup l'être. Enfin c'est comme si tu me disais. Faut avoir de l'espoir. C'est comme si tu me disais, est-ce que tu veux être est-ce que tu voudrais avoir naturellement un tour de biceps de 40 cm? Tout le monde dirait oui. Oui. Pas tous les hommes en tout cas. Pas les femmes. Les femmes ne voudraient pas un tour de biceps de 40 cm, mais c'est comme si tu me disais... Quoique, peut-être que Caroline de Haas... Voilà, à un moment, c'est pas possible. Bah, on peut approfondir, on peut se subtiliser, on peut devenir plus subtil, on peut devenir plus fin, on peut devenir plus lettré, on peut pas changer la couleur de ses yeux, on peut pas changer la couleur de ses cheveux, sauf temporairement et de façon synthétique. On peut pas éviter de les perdre. On peut pas éviter de les perdre, mais tu me rejoins. J'allais dire, si t'es pas au courant, ça vaut également pour moi. Hein, donc, t'inquiète pas, t'en as pour 5 à 10 ans, je sais. Peut-être même plus que 5 que 10. Mes camarades sont toujours là pour me le rappeler. Voilà. Donc, bon, après, tu peux bouffer des hormones toute ta vie pour plus les perdre. Moi, j'ai décidé d'assumer et de ne pas me gaver d'hormones parce que, bon, bref, on sort du sujet. Donc, c'était quoi la question déjà, pardon? La question, c'était finalement, est-ce qu'il vaut mieux prendre en compte simplement ce qu'on peut vraiment avoir plutôt que d'espérer? Si vous avez la chance d'être utopiste, j'ai envie de vous dire, le gros est fait. Ensuite, il faut digérer un petit peu de réalité, apprendre quelques chiffres, apprendre à faire les règles de 3, regarder les statistiques démographiques telles qu'elles sont, mais globalement, une grande partie de votre bonheur est assurée. Si vous avez la malchance d'être tragique, c'est beaucoup plus difficile, parce qu'ensuite, il faut devenir poétique. La seule façon qu'un tragique a de supporter le réel, c'est d'apprendre la poésie. C'est-à-dire d'apprendre à repérer une belle glycine sur un balcon, d'apprendre à sentir l'odeur d'un cerisier en fleurs, reconnaître un amandier, voir la naïveté touchante d'un texto mal rédigé. Il n'y a que ça en fait. Il y a trouvé la beauté dans la poésie de la faille. Parce que si tu es tragique, de toute façon, le réel te déprimera en permanence et plus tu creuseras, plus tes arguments te rappelleront la médiocrité humaine. Est-ce que vous faites une différence entre l'utopiste, on va dire, et le croyant, quelqu'un qui croit en Dieu? Chrétien, vous répondrez oui, très bien, mais est-ce que l'amour en Dieu et l'amour de Dieu fait qu'on peut être un petit peu plus positif que ça? Tout en prenant en compte la tragédie de la vie, mais pour autant, est-ce que vous voyez une différence? Ou est-ce que pour vous, il n'y en a pas? Moi, l'expérience de ma vie m'a montré qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ne croyaient pas en Dieu. Qu'il y avait beaucoup de... En gros, que le clergé et la croyance sincère étaient des concepts parfois antinomiques. Ma posture m'amène à penser que globalement, les gens ont toujours un intérêt à ce qu'ils font. Et que quand ils rejoignent une communauté religieuse, c'est souvent pour des intérêts très pragmatiques. C'est parce qu'ils viennent de s'installer dans une ville, ils n'ont aucun cercle. Et le fait de participer à la communauté religieuse, notamment c'est vrai chez les protestants, c'est déjà un premier cercle. Ou alors ils pratiquent d'autant plus que quelqu'un est malade, a chopé une saloperie génétique ou quoi que ce soit. Il faut bien se rendre compte que les religions sont toujours nées dans un contexte où elles devaient légitimer une emprise économique. Il faut comprendre qu'il y a un lien entre la chrétienté et la transition paganisme-chrétienté est aussi une transition de l'économie de l'Empire romain, de son rapport à l'esclavage, du règne de Constantin au IIIe siècle. Il faut toujours appuyer la naissance d'une religion, il faut l'adosser aux enjeux économiques, politiques, géographiques, démographiques et se demander pourquoi
cette croyance spontanée est née à ce moment-là, tu vois. Et donc, quand tu fais ce travail-là, tu te rends compte que la chrétienté n'est pas arrivée au IVe siècle par hasard. Elle y est arrivée parce qu'on vivait dans une société extrêmement castée, qui légitimait l'esclavage, qui légitimait la captation de la richesse du peuple asservi en direct. C'est-à-dire que le Colisée, par exemple, tu es à Rome, donc tu as vu le Colisée. Le Colisée, c'est les richesses captées aux pays environnants. C'est-à-dire que quand tu avais un déficit, ta première mission, c'est de partir en guerre et de piller l'Empire romain, piller en fait jusqu'au mur d'Adrien à la frontière de l'Écosse et jusqu'à l'Afrique du Nord, à Carthage. L'Empire romain pillait et construisait sur le butin accumulé à ses ennemis. Et donc ça a généré une société classée, castée, et à un moment qui n'était plus vivable. Et donc on a eu besoin d'un égalitarisme, on a eu besoin d'être tous en randonnion devant Dieu, on a eu besoin d'un Dieu qui nous reconnaisse tous et égaux. Et le christianisme, enfin, comme toute religion, elle s'adosse à des réalités. Quelles étaient les ressources disponibles? Est-ce que les gens avaient faim? Est-ce que les gens étaient violents? Est-ce qu'il y avait des esclaves? Est-ce qu'il n'y avait pas d'esclaves? Est-ce qu'on avait de quoi nourrir les enfants? Tu vois, il y a un rapport, comme dit mon pote Delavier, entre l'arabisation de l'Afrique du Nord et les bouches à nourrir. Pourquoi? Parce que peu de terres arables, donc peu d'agriculture, donc peu de nourriture, et une jeune femme fraîche et pleine d'hormones qui tombe enceinte, c'est un drame, parce que la famille crève de faim si elle nourrit ce mec-là. Donc tu la bandes, tu l'enturbanes et tu la bandes et tu la caches. Tu vois? Moi, ce qui m'intéresse dans la religion, c'est de comprendre le contexte, en fait. De comprendre les déterminants politiques, économiques, géographiques, climatiques et presque au niveau de la terre dans laquelle elle est née. Voilà. C'est pas de se demander ce qui est devenu le christianisme 1600 ou 1700 ans plus tard, qui n'a plus rien à voir avec les motivations qui l'ont initié. Alors bien évidemment, on ne parle pas d'expérience personnelle, puisque par définition, l'expérience personnelle n'est pas un objet intellectuel, mais est-ce que, malgré ça, est-ce que le christianisme, notamment en Europe, en tout cas sa possible disparition, va contribuer à la fin du monde occidental? Vu que le représentant suprême du christianisme, qui habite là d'ailleurs à 800 mètres de là où on se trouve, n'a pour mission aujourd'hui que de légitimer la migration, forcément, par le nombre, il est amené à disparaître. Juste par la démographie, en fait. C'est-à-dire que quand l'empereur des chrétiens, j'utilise volontairement cette provocation, légitime la prédation migratoire, par définition, tu comprends bien que le mec met la clé sous la porte, quoi. Puisque une minorité qui deviendra en 2040 ou en 2050 une minorité pas majoritaire, mais outrageusement représentée, ne supportera plus aucune contrainte, règle ou... quand tu es 30 ou 40% de la population, tu ne supportes plus d'être traité en minorité. Forcément, on réclame forcément autre chose. Donc quand tu es 30 ou 40% d'une salle de cinéma, tu demandes à choisir le film. Quand tu es 3 ou 4 sur 100, tu te mets au fond, tu dis je suis déjà content d'avoir un film qui passe, et tu regardes. Mais quand tu es 30 ou 40% de la salle, tu dis non, moi j'ai payé, je veux choisir le film. Et on retombe sur le début de notre conversation. Alors que notre monde va muter, le monde occidental va muter, est-ce que la place libérée, indépendante des femmes ne va pas automatiquement être appelée à se modifier en profondeur, si je puis dire? En fait, l'économie, l'indépendance économique masque leur grande dépendance logistique et pratique. Plus une femme se prétend indépendante économiquement, en général quand elle est cadre dans le tertiaire, plus elle est incapable de savoir où est son robinet d'eau, de le fermer quand il y a une fuite, de réparer une prise de courant. Ou de réparer sa voiture. Ou de savoir si l'automobile qui la déplace a des freins qui marchent ou pas. Donc s'il y a une grande hypocrisie qui est qu'aujourd'hui, comme on est une société de services, il suffit de générer un salaire intéressant. Donc dès qu'une femme gagne plus de 100 000 euros par an, elle t'explique qu'elle est indépendante. Non, elle est indépendante parce qu'elle sous-traite sa survie logistique à plein d'hommes qui sont des ouvriers, qui sont des employés, et qui sont les hommes qui lui permettent d'avoir de l'eau claire au robinet, d'avoir du courant, d'avoir Internet, etc. Regarde, n'importe laquelle de tes copines, s'il n'y a pas un homme qui est venu chez elle depuis 1 an ou 2,
t'as une ampoule sur 2 qui marche pas, les fenêtres ne s'ouvrent pas ou ne ferment pas. T'arrives chez elle, t'essaies d'ouvrir la fenêtre, elle te dit non, on n'ouvre pas celle-ci, elle est cassée. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je reconnais que oui, on a souvent des petites surprises, notamment au niveau de la salle de bain. Il y a toujours un truc bouché, ça marche pas, la peinture s'écaille. Il y a une femme seule, sa maison tombe en ruine en fait. Donc, une fois de plus, voilà, les gens qui ne sont pas habitués à la claque de réalisme dont vous parlez souvent vont bondir, notamment les femmes, mais effectivement, il faut rappeler des choses. C'est ça qui est terrible, c'est qu'effectivement, on est dans un monde où rappeler des choses qui pourtant semblent évidentes, aujourd'hui sont tellement marquées moralement, puisque c'est la morale aujourd'hui qui compte, les faits ne comptent plus, c'est la morale qui compte. Aujourd'hui, dès lors où on rappelle des choses évidentes, on est considéré comme un fasciste, un nazi. C'est pas tellement évident, c'est surtout qu'on apprécie systématiquement les qualités féminines et on déprécie les qualités masculines. Et moi, je ne fais que rappeler le juste équilibre des choses, qui est que les qualités féminines, elles sont certes réelles, mais que logistiquement, la femme ne survit pas sans homme. C'est-à-dire que son intégrité physique serait très très vite menacée. Je veux dire, moi, je prends un exemple. Moi, je suis pas un grand bricoleur. Je suis très 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 loin d'être un grand bricoleur, mais je sais changer une serrure. Par exemple, je sais pas, une connerie, un truc comme ça. Demande à n'importe laquelle de tes copines de changer une serrure. Tu verras leur tête. Tu vois, à un moment, c'est un mépris souverain et une grande incapacité à gérer quoi que ce soit de la vie pratique qui est masqué par leurs qualités qui vont être, l'intuition, la psychologie. La psychologie, enfin encore que la psychologie. En fait, leur qualité, c'est toujours l'intuition. C'est toujours de court-circuiter le chemin de la raison en arrivant plus vite à la solution parce que soit on a appris par cœur, soit on intuite. Voilà, c'est tout. Donc on pourrait dire finalement que les femmes sont simplement plus réalistes que les hommes, mais en dehors de ça, elles ont nécessairement besoin d'eux. Qu'elles sont plus réalistes dans le sens où... Non, les femmes ne sont pas réalistes du tout. D'accord. Les femmes ont une intuition première de leur supercherie et de leur incapacité à vivre seules. Donc elles vont nourrir un double discours qui les rend en général schizophrènes et qui les pousse en dernière instance chez le psy, à faire des thérapies cognitives, etc. Qu'au fond, elles savent qu'elles ne savent pas faire grand-chose, mais qu'elles ont besoin qu'on les apprécie et qu'on les valorise, tout en exigeant de nous d'innombrables menus services en permanence. Vous avez parlé dans une vidéo des MGTOW. Est-ce que le MGTOW, Men Go Their Own Way, est une forme qui va se développer avec le temps? Est-ce que les hommes vont... C'est une mode, mais non. C'est une mode comme les PUA. J'ai résumé en une phrase, mais qui n'est pas complètement fausse. Je dis, les hommes binaires ont l'esprit de système. Donc les hommes binaires ont l'esprit de système, c'est-à-dire qu'en fait ils ont besoin de solutions systémiques, c'est-à-dire de solutions clés en main, toutes faites, avec des catégories claires, oui, non, pas de peut-être, pas de nuance de gris. Et il y a 10 ans ou il y a 15 ans, ces gens-là s'appelaient les PUA, donc ce sont des mecs qui ont adopté des codes vestimentaires, des codes comportementaux pour pêcher les meufs en série, et puis ça n'a pas marché, puis ils sont devenus MGTOW, c'est-à-dire c'est le renard qui dit le raisin est trop mûr, le raisin ne m'intéresse pas, mais c'est toujours la même chose. C'est toujours des acronymes anglo-saxons et des raisonnements définitifs. Comme les geeks, Oui, c'est pareil. Le geek, c'est un logicien qui applique la logique informatique à toute la vie. C'est-à-dire qu'en fait, la vie est un ensemble de problèmes dont si je réussis à craquer le code une fois, je suis libéré. Donc, par exemple, manger, alors, la logique geek poussée jusqu'au bout, c'est quoi? C'est manger est un problème. Pourquoi? Parce que manger entraîne la faim. Enfin, avoir faim, c'est pas agréable. Et ça se pose 3 fois par jour. Donc, 1000 fois par an. Donc, 50 000 fois sur 50 ans. Qu'est-ce que je peux inventer comme solution pour calmer mon problème qui s'appelle la faim en une fois? J'apprends à me faire des pâtes. Donc, j'apprends à me faire des pâtes de merde, tu sais, les pâtes d'étudiants à la con, là. Les panzani dans une pauvre casserole avec la sauce tomate buitoni. Et voilà, mon problème est résolu. Donc, je passe au problème suivant. Le geek n'est pas quelqu'un forcément de stéréotypé, de caricatural, tout blanc avec des boutons. Il y a des geeks qui sont parfaitement accords physiquement. Le geek est quelqu'un qui considère que l'ensemble des situations de la vie sont des problèmes à résoudre par un code. Et que quand tu as craqué le code une fois, tu appliques la même méthode de bourrin et tu obtiens le même résultat. Donc la séduction, c'est parfait, c'est pareil, il faut une méthode.
C'est-à-dire, j'ai les bourses pleines et me branler, c'est une solution partielle. La solution totale, c'est d'éjaculer dans quelqu'un. Donc du coup, il faut que je trouve une méthode, clé en main, si possible avec un acronyme, quelque chose de répétitif, qui me permette d'être logique, itératif, étape 1, 2, 3, A, B, C, etc. Qui me met à l'abri, si tu veux, du problème d'avoir les couilles pleines. Et là, leur solution, c'est pour me mettre à l'abri des paralogismes féminins, de leur supériorité du point de vue de la communication, du fait qu'elles nous roulent dans la farine, qu'elles nous bernent, qu'elles nous tiennent en fait. Elles sont plus fines que nous, elles sont plus fortes que nous dans la négociation, puisqu'elles ont la matrice. Nous, on a la semence, mais elles ont la matrice. Donc évidemment, dans une relation de pouvoir, celui qui a l'offre est plus fort que celui qui a la demande. Voilà. Donc comme elles nous tiennent par un rapport offre-demande déséquilibré, eh bien, les mecs se sont dit, bon, il y a 10 ou 15 ans, on a essayé d'être des PUA, c'est-à-dire d'être des grands maîtres de la séduction, d'enchaîner les femmes. On s'est rendu compte qu'on n'y arrivait pas trop, donc on devient MGTOW, mais c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est ceux qui ont échoué la première fois, en fait. Et ce raisonnement basé sur le 1-0, oui, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je trouve que c'est assez inquiétant, je trouve, et parce que ça revient sur tout ce dont on a parlé en début d'entretien, c'est-à-dire que ça supprime toute nuance vis-à-vis de la vie. La vie, non seulement a des nuances, mais la vie est un jeu. C'est-à-dire que avoir faim, c'est pas un problème. Avoir faim, c'est une opportunité pour se faire du bien, se nourrir, essayer des saveurs nouvelles, se connecter à l'endroit où on est, essayer de manger local, ce qui est beaucoup plus facile en Italie qu'en France, par exemple. Avoir faim, c'est pas un problème. Tant que tu considères... Moi, j'ai eu longtemps mal au dos. Je prends un exemple qui n'a rien à voir, et là, tu as les auditeurs un peu bourrins qui vont se dire, mais pourquoi ils changent de sujet ? Je ne change pas de sujet, je fais une parabole, une métaphore. J'ai eu longtemps mal au dos. Et donc, j'ai consulté énormément de thérapeutes manuels, de kinés, d'ostéopathes, de chiropracteurs. Et un jour, j'en avais marre. Et sur le ton de la plaisanterie, mais enfin une plaisanterie, demi-plaisanterie, on va dire, j'ai dit à l'un d'entre eux, écoutez, j'en peux plus, faites ce que vous voulez, j'en ai marre. Et il m'a dit, ouais, mais enfin, il y a un problème, c'est que en fait, ton mal au dos, c'est une alarme. Donc c'est comme si le chien aboie et tu cherches pas à voir qu'en fait quelqu'un marche sur sa queue. Tu marches sur la queue du chien, il aboie. Mais faut pas lui fermer la bouche avec une muselière. Il faut comprendre pourquoi quelqu'un lui marche sur la queue. Et la réalité, c'est la même. C'est qu'en fait, beaucoup de nos symptômes ou de ce que les hétéro-binaires de base considèrent comme des problèmes sont en réalité une chance. Avoir faim, c'est une chance parce que si tu écoutes ta faim, ça te dit ce dont ton corps a besoin. Est-ce que tu as besoin de protéines ? Est-ce que tu as besoin de minéraux ? Est-ce que tu as besoin d'antioxydants ? Est-ce que tu as besoin Bon. Quand tu as des boutons, c'est pas merde, j'ai des boutons, je mets une crème. Les boutons, c'est un signe. Ton corps te dit, il y a un truc qui déconne, c'est quoi ? Cherche. Et moi, ma logique, c'est cherche la cause du problème. Ne déplace pas le barycentre des choses de la cause aux conséquences. Tout signe physique est l'irruption du marqueur. Ça te dit où est le problème. Quelle était la question ? Pardon, je me suis perdu. La question, c'était est-ce que le problème de ce genre de raisonnement binaire 1-0 est amené à supprimer toute nuance vis-à-vis de la vie ? Et voilà. Et donc le binaire est quelqu'un qui ne comprend pas que le symptôme est une chance et que ça le met sur une course au trésor, en fait. Un symptôme est une course au trésor qui te fait dire « Ah, je suis sur la piste de quelque chose ». Pour le binaire, tout symptôme est un problème à craquer. L'absence de femme est un problème. Savoir quoi porter le matin, en fait, c'est un problème parce que je perds du temps. Donc, comme Mark Zuckerberg, je décide qu'à vie, j'aurai un pull. Enfin, un sweatshirt. Ou les hommes politiques qui ont décidé d'avoir le costume bleu, le costume à la Macron, quoi. C'est ça. Pourquoi ? Parce que en réalité, ce n'est pas une opportunité ou une façon de transmettre un message, c'est un problème avec un code à craquer. Et c'est la même logique. Mais c'est une course désespérée et qui finalement mène à rien. Les désespérés n'exigeront pas, s'ils sont heureux comme ça, très bien pour eux. Moi, je laisse chacun être heureux comme il l'entend, je m'en fous. Soyez comme vous êtes, comme on dit chez McDo. Vous avez dans une vidéo récente parlé du rapport du Haut Conseil à l'égalité
qui chapeauté entre autres par Marlène Schiappa, qui préconise plusieurs points pour lutter contre les stéréotypes de sexe, etc. Est-ce que vous en avez bien évidemment parlé de façon assez exhaustive. Est-ce que vous pouvez revenir brièvement là-dessus en nous expliquant en quoi ce rapport n'est plus ni moins qu'une attaque, contre l'homme une fois de plus, quoi. Là, il faut renvoyer les gens à ma vidéo du même nom. Qui sera dans la description. Sur ma chaîne YouTube, Stéphane Edouard d'Influence. Que dire ces rapports sont en général l'occasion de replacer des amis qui ont rendu des services à des postes comme ça, à responsabilité, puis de lui gratter de la thune. Ce rapport présente le paradoxe d'avoir été fait sans argent, tout en réclamant de l'argent pour qu'il soit capable de refaire une édition suivante. On a réussi à faire la première édition sans un rond. Par contre, pour qu'on puisse faire la seconde, donnez-nous vite des ronds. Au sens où on préserverait une espèce menacée qui serait les femmes. Comme si les femmes étaient des baleines ou des mineurs perpétuels qu'il faudrait protéger des agressions, protéger de tout. Comme si la femme adulte, à un moment, n'avait pas le... Enfin, à un moment, si tu as le droit de vote, tu es aussi en charge de ta propre intégrité physique. Sinon, c'est pas logique. Tu peux pas exiger d'avoir les mêmes droits que tout le monde, tout en disant que ta propre protection, ta propre survie demande à la collectivité des efforts supplémentaires. Ça veut dire que tu es plus faible. Il y a un problème. Donc une fois de plus, on est dans cette dichotomie, ce contraste entre cette volonté de vouloir être libre, indépendante, mais elles ne le sont pas, et dans le même temps réclamer en permanence une forme de protection, qu'elle soit non plus celle de l'homme, elle est celle de l'État, quoi. Oui, c'est la protection de la collectivité. C'est réclamer les droits universels, mais tout en voulant échapper au devoir universel qui est d'assurer sa propre intégrité. Et donc réclamer la protection de la collectivité, des fonds, des mesures discriminatoires positives, de l'argent en plus, du temps en plus, de la protection en plus, des moyens en plus, des cellules d'écoute en plus. Donc Marlène Schiappa, si tu nous entends, on te passe le bonjour. Eh bien, merci Stéphane Edouard pour cet entretien. Merci à vous. Je remercie les auditeurs de Radio Lorraine Enragée. Je vous invite à regarder la description pour en savoir plus et pour creuser un petit peu le cas Stéphane Edouard. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission. Comme le dit le menhir, la vie commence toujours demain. Pardon monsieur, la rue Gustave Flaubert s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous allez foutre, Gustave Flaubert? Ça ne me regarde pas monsieur. Alors m'emmerdez pas, c'est tout ce que je vous demande. Oh, il est très aimable. En quel honneur? Ça c'est incroyable. Je lui demande un renseignement, il m'insulte. De quel droit vous lui demandez un renseignement? Même dans la rue, on peut plus avoir la paix maintenant. Vous veniez nous les briser jusque sur les trottoirs. Y a pas de renseignement, y a pas de rue Gustave Flaubert, y a plus rien. Vous croyez pas que c'est un homme fatigué? À deux doigts du break? Vous cherchez un incident ou quoi? Vous trouvez pas qu'elles auraient tendance à nous faire chier? Toutes? Vous êtes du quartier? Non, de Montrouge. Et elles sont comment à Montrouge? Bah arriver un moment où on pourra plus, ça c'est sûr. Et alors là, À force de jouer avec nos nerfs. Fragile les nerfs.